Donc nous sommes au Jardin des Plantes, je ne sais pas si c'est un lieu qui vous inspire spécialement, et donc vous nous proposez cette première rencontre de Global Gaia. Vous faudrait Global Gaia, je sais pas exactement. Global Gaia. Ah bon, moi je préfère. Alors, et donc c'est voilà, c'est le Mexique. Alors donc ce n'est que Premier le opus. premier opus de toute une série qui va faire le monde entier en fait, compte que. C'est la démarche, oui. Avec Global Gaia, notre idée, c'est de proposer une rencontre avec les esprits du monde. C'est-à-dire en fait avec des traditions, avec des cultures chamaniques qui existent en différents endroits du monde, avec des aires culturelles, pourrait-on dire, et qui sont encore vivaces aujourd'hui, qui ont encore des choses à nous transmettre, qui ont encore des choses à nous apprendre dans leur relation au monde, en quelque sorte. C'est les airs avec un AI, avec un E. Ah Aussi. oui, c'est les airs AI, RES, ouais, tout Oui. à fait. Et donc avec Global Gaia, on a cette idée de proposer autant des conférences qui sont issues, on pourrait dire, de la recherche académique, que des conférences issues de chercheurs indépendants non académiques, Oui, voilà. que d'intervenants liés à l'histoire de l'art, des artistes, et puis on a aussi du spectacle vivant. Oui. Et vous pensez que tous ces gens-là vont pouvoir communiquer ou est-ce qu'ils sont chacun parce que c'est pas facile, le rôle de un colloque, moi je dis c'est toujours deux choses, il faut programmer et puis après ça se joue le jour même, ça se joue pendant le colloque. Apparemment, en tout cas dans la façon dont on a conçu le programme de Global Gaia par rapport au Mexique, par rapport à cette thématique-là qui a lieu donc le 30 octobre, on a autant une ethnobotaniste qui va venir nous parler de la pharmacopée aztèque et des sages-femmes traditionnelles dans la culture mexicaine, qu'un conférencier spécialisé dans l'archéologie ancienne, dans les mégalithes et dans le quadrivium aussi, qui est une approche Les quatre arts. Oui. voilà, des quatre arts, géométrie, musique, mathématiques et astronomie, qui applique ce savoir-là, cette connaissance qui date du monde antique et de l'époque du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, avec les pyramides mayas, les pyramides mexicaines. Oui. Et comment en fait il y a des rapports de proportion, des rapports de géométrie qui n'ont jamais été mis en évidence et qu'en croisant ces connaissances, on a pu voir qu'il y avait des correspondances avec la circonférence terrestre, par exemple. Donc déjà, il y aura des connexions avec d'autres aires, en quelque sorte. Bien sûr, vous allez déjà mordre un peu sur l'Égypte. Oui, mais en fait, au niveau de Global Gaia, à chaque édition, on va faire un focus comme ça sur une région du monde. Donc là, pour cette première édition, c'est sur le Mexique. Et le Mexique, il se trouve que c'est une région métisse, avec des peuples anciens et surtout des différentes civilisations qui se sont succédées au fil du temps. Les Olmecs, les Mayas, les Aztèques. Et puis on a aussi les Huastèques, avec la directrice du musée de préhistoire des Gorges du Verdon, qui va venir nous parler du peuple Huastèque, qui est un peuple méconnu, mais qui est un peuple qui pratiquait la déformation crânienne, la sculpture des dents, les tatouages, il pratiquait aussi le culte de la déesse mère. Et en fait, donc ce peuple Huastèque qui a été découvert, les premières traces archéologiques par exemple remontent au milieu du XXe siècle. Et depuis, chaque donnée, chaque découverte que font les archéologues, en fait, remettent en cause ce qu'on pouvait croire sur eux. C'est bien. Donc c'est une vraie... Et il y a une expo actuellement en France, qui a lieu en France dans les Gorges du Verdon, là-bas à Quinçon. C'est la directrice du musée, Sophie Marcheguet, qui en est la commissaire d'exposition. Et c'est la première fois en France qu'on a une exposition sur les Huastèques qui est en dehors en fait du Mexique. C'est la première exposition sur les Huastèques qui existe en dehors du Mexique. Et donc quand on a vu que cet événement avait lieu, on ne pouvait que proposer à sa commissaire d'expo de venir nous donner une conférence. Parce que l'autre jour, hier, je suis passé, il y a tout un processus sur il y a toute une période, on va parler du Mexique à Paris, là, il y a toutes sortes de programmes qui sont prévus là. Actuellement, il y a effectivement une grosse expo sur l'art moderne. Est-ce que c'est un hasard ou parce que je me suis dit. C'est un hasard. On n'avait pas l'information lorsqu'on a travaillé sur le programme cet été, et puis il y a eu une vraie synchronicité, parce qu'en plus on est sur des calendriers qui convergent au même moment, à la même époque. Extraordinaire, oui. Voilà. Alors quand on pense au Mexique, on pense aussi à comment dirais-je, les sacrifices. Est-ce que ça fait partie du sujet? Ça ne fait pas partie des sujets qu'on va aborder. On va aborder... sacrifices humains Non, pas en tout cas, c'est pas prévu. Il paraît ils avaient toujours peur que le soleil ne se lève plus. Exactement, et c'est pour ça qu'on faisait couler du sang pour apporter du carburant au soleil. Ça fait partie du folklore, mais c'est... Mais il n'est pas prévu qu'il y ait ce type de cérémonie pendant l'événement, en l'occurrence. Je rassure tout le monde. Ah bon, très bien. Ah ouf. Voilà. On va avoir une intervention sur les tableaux Huichol. C'est les tableaux de fil qui ont été popularisés avec les couvertures des ouvrages de Castaneda dans les années 70-80. Et donc c'est aussi là un peuple, il y a 45 000 personnes aujourd'hui de la culture Huichol. C'est intéressant parce que c'était des Indiens qui résidaient
en bord de mer au Mexique. Et en fait, quand les Oui. Espagnols, les envahisseurs espagnols sont arrivés, eux, ils ont fui dans les Bah, montagnes. forcément, oui. Et en fuyant dans les montagnes, ça les a préservés. Et donc la Bah oui. culture huichol est Oui, oui. encore vivante aujourd'hui, Oui, avec donc 45 000 personnes qui parlent une langue qui est la leur, qui est la langue huichol. Et ils ont notamment des rituels chamaniques assez élaborés, qui ont été très étudiés par plusieurs ethnologues. Et ils ont notamment des cérémonies en lien avec le peyote, qui est donc leur plante antéogène à Oui. eux au niveau de cette culture. Oui, oui, oui. Mais effectivement, comme on disait, ça, compartiment, il y a des convergences à faire avec d'autres zones, c'est ça? Oui, Alors évidemment, plus le projet Global Gaia va avancer, plus on va être obligé de récapituler l'ensemble exactement. des Vous acquis. savez, c'est la revue Orbs est co-organisatrice de cet événement, Oui, oui. avec une autre structure qui s'appelle Ananda Événements, Voilà. qui est spécialisée dans des événements liés au bien-être, au yoga Ouais. Ah oui, oui. et aux thérapies. Et donc nous, au niveau de la revue Orbs, comme on est un peu dans la continuité de la revue Planète, ou dans l'esprit de la revue Oui. Planète, dans les années 60, Planète a fait découvrir par exemple les danseurs soufis, les derviches tourneurs. Oui. Et nous, il y a cette idée à travers cet événement de renouer avec cette proposition qui est de conjuguer de la connaissance sous forme de conférences, d'exposés un petit peu savants, érudits, mais en même temps on est face à des œuvres d'art et en même temps on a des danseurs sur scène, de la musique sur scène, et on est comme ça sur un grand voyage où pendant une journée on va aller rencontrer une culture du monde dans ses différentes dimensions. Oui, mais donc on va revenir sur un certain nombre de points. Donc le chamanisme, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'on entend par chamanisme, par exemple? Le chamanisme, c'est Très une. effectivement. Le chamanisme, c'est une. Vous risquez d'être surexposé là, non? C'est bon? Ben écoutez, oui, mais enfin là c'est trop sombre, alors Eh ben, donc, mettons-nous par là alors. voilà, là ça va aller. Ok. Ah, pas mal la Suisse sauteuse. Donc le chamanisme. Parce que justement ce matin j'en ai parlé avec Annabelle de Villedieu, mais en fin de compte elle voulait me parler des femmes chamanes et puis on n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, je me D'accord. suis dit, Très on va bien. compenser. On va y repasser cet après-midi. Le chamanisme, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de techniques, y compris des rituels, y compris des accoutrements, des tenues, des objets, qui permettent de faire commerce avec les esprits du monde, Voilà. avec les esprits du monde invisible. Ces esprits du monde invisible peuvent être de différents ordres. On va avoir les esprits des personnes disparues, les esprits des morts en quelque sorte, et puis on peut avoir aussi les esprits de la nature, les esprits des animaux, et en fait on pourrait même parler des archétypes tels que Jung peut les poser dans sa façon de décrire le transpersonnel, ou en tout cas la psychologie jungienne. Alors justement, excusez-moi de vous accrocher là-dessus, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la façon dont vous voyez les archétypes? Pour moi, les archétypes, ce sont bon, je ne suis pas un spécialiste de la pensée jungienne, mais en tout cas, à mon sens, les archétypes, ce sont des formes de référence à partir desquelles des influences s'exercent. Donc ce qui fait que alors si on est dans une approche plus chamanique conventionnelle, on pourrait dire on va parler d'esprit totem. Donc ou alors ça va être dans l'approche vaudou, dans l'approche des Yoruba en Afrique. On a le dieu de la colère, on a le dieu du courage, on a le dieu de la fertilité. Voilà, donc ça, on peut appeler ça des archétypes. Les également. archétypes, excusez-moi, les archétypes, ils existent ou c'est une création des sociétés humaines? C'est une excellente question, ça fait penser à celle de la poule et de l'œuf avec qu'est-ce qui est né le premier. Non, parce que la question de savoir, ce qui est c'est... intéressant, c'est que les archétypes ont des attributs. Oui. Et donc en fait, et on le voit très bien, enfin ça a été abondamment étudié au niveau de toutes les cérémonies rituelles de trance, de chamanisme, et surtout les rituels d'initiation dans différentes cultures, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est que plus on va revêtir sur soi, plus on va endosser des attributs d'une divinité titulaire ou de ce qu'on pourrait appeler un archétype, plus en fait on fait corps avec. Oui, bien Et sûr. plus on fait corps avec, plus c'est à la fois nous-mêmes qui nous transformons en, c'est-à-dire Oui. c'est comme si cette part d'énergie qui est en nous, si on raisonne en termes de biodiversité des esprits, cette part d'énergie qui est en nous prend le dessus sur les autres, Oui. mais c'est aussi le fait qu'on fabrique, c'est comme si on fabriquait des ouvertures ou des D'accord. connexions qui font que quelque chose vient à nous et commence à nous animer. Et ça devient très intéressant avec le phénomène, par exemple, de tout ce qui est gestuel spontané, danse spontanée. Et là, ça nous fait glisser, si on continue à faire un peu des liens audacieux entre les choses, ça nous fait glisser du côté des channels, des personnes qui vont être médiums ou canals et qui vont peindre de façon spontanée en se laissant habiter par quelque chose, ou qui vont délivrer
délivrer des messages en étant habité par quelque chose. Alors ces totems, enfin, est-ce que ce sont par exemple, ça peut être des astres, ça peut être des plantes? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instrumentalisation de l'extérieur. C'est-à-dire quelque part, c'est quelque chose d'extérieur qu'on intègre. Mais on peut en fait retourner votre question complètement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager que ces histoires de classification et de mots que l'on emploie, c'est ça qui est une construction de l'être humain. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible que la réalité archétypale, il est même, je dirais même probable, que la réalité archétypale ou que la réalité des esprits est bien plus vaste et bien plus riche et bien plus indicible en quelque sorte que les quelques mots que l'on a pu employer. Et la preuve, c'est qu'au fil du temps et des époques, ce ne sont pas les mêmes mots qui sont employés pour parler des mêmes réalités. Voilà. Donc en fin de compte, quelque part, vous faites partie de ceux qui pensent que il y a un certain nombre de structures qui sont préexistantes, que l'homme ne fait que découvrir et que exhumer, mais dont il n'est pas l'auteur en fait. Oui, mais la dialectique va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, en tant que journaliste scientifique, puisque je suis par exemple spécialisé sur les ondes électromagnétiques, sur l'énergie ambiante autour de nous, sur ces phénomènes-là, on va avoir autant dans notre environnement, dans notre cosmos, dans notre écosystème autour de nous, on va avoir des ondes électromagnétiques d'origine naturelle qui viennent autant du soleil que de tous les êtres vivants, y compris le corps humain, les ondes électromagnétiques générées par le cerveau, par le cœur, par nos muscles. On a beaucoup comme ça de champs d'énergie autour de nous qui résultent de notre activité organique, mais on a aussi des ondes électromagnétiques qui proviennent des appareils que l'on a construits. Oui. Et c'est-à-dire qu'en fait, que ce que l'on bâtit est à l'image de ce qui existe déjà, ou en tout cas ce que l'on bâtit n'est que, on pourrait dire, un reflet ou un écho de ce qui existe déjà dans la nature. Oui, mais enfin, il y a un autre, on peut voir les choses autrement. C'est-à-dire que, par exemple, on est dépendant de ce que les sociétés anciennes ont constitué. C'est-à-dire que l'être humain, c'est à la fois nous aujourd'hui, mais on est dépendant aussi des sociétés qui nous ont précédés et qui ont créé du déterminisme. Alors, donc finalement, on est à la fois en train de découvrir, même si ça a été créé par les sociétés, on est aujourd'hui obligé de les découvrir, ces sociétés. Il y a effectivement toutes ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que vous dites, plus le fait que soyons vigilants au niveau de l'usage des mots, et là on peut s'amuser à toucher à la philologie ou à l'épistémologie. On va avoir des mots que l'on emploie aujourd'hui, qui sont entre guillemets juste les mots que l'on a posés aujourd'hui. Mais en fait, auparavant, on utilisait d'autres mots. Donc demain, après-demain, dans 50 ans, on va tout à fait utiliser d'autres mots pour parler des mêmes réalités. C'est-à-dire qu'en fait, gardons-nous bien de considérer les mots que l'on emploie aujourd'hui en tant que concept et en tant qu'outil comme étant des formes définitives. C'est-à-dire qu'en fait, notre compréhension du monde évolue et en fonction de ce qui est à la mode et de ce qui est le champ sémantique ambiant, on va privilégier certains lexiques au détriment d'autres lexiques. D'où l'importance, selon moi, dans une approche comparative, de s'ouvrir à ce qui se passe dans d'autres cultures, parce que ce rapport au monde qui est décrit est tout autant réel que le nôtre. Ce sont des rapports au monde qui sont tout autant réels que les nôtres. C'est juste que eux, ils sont dans un autre point de vue par rapport aux choses, et après cet autre point de vue va s'illustrer, va s'exprimer à travers les arts, à travers la parole, à travers les danses, à travers la création, à travers cette façon de rendre vivant ce qui peut se passer et surtout de le transmettre. Autre élément par rapport à votre question, c'est que ce que vous soulevez est vachement intéressant au niveau de ce qu'on pourrait appeler le poids de la mémoire ou le poids de la lignée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une époque où, depuis 20 ans, 30 ans, dans la culture occidentale contemporaine, on a entendu parler de psychogénéalogie, on a entendu parler de transmission génétique, on a entendu parler de transgénérationnel par exemple, et en même temps, scientifiquement parlant, on est en train de mettre en évidence comment, par exemple, de l'alcoolisme dans une famille se retrouve chez les enfants ou les petits-enfants. Il y a une transmission génétique où il y a en tout cas des modifications qui traverse le temps, qui traverse les générations, dans la physiologie des personnes, dans la physiologie des organismes, même si elles-mêmes ne sont pas alcooliques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transmission héréditaire d'une certaine information ou d'un certain habitus qui a structuré et formalisé la matière. Et c'est ces prises de conscience-là, quand on les connecte ensemble, qui fabriquent ce qu'on peut appeler la nouvelle science. D'ailleurs, nous sommes dans un lieu où il y a une statue au début du jardin qui est celle de Lamarck. La fonction crée l'organe. Alors donc finalement Lamarck, j'étais en train d'admirer sa statue, elle est en plein dans l'entrée de... C'était marqué à Lamarck, le père de l'évolution. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il est judicieux. On est en train de réhabiliter un peu Lamarck actuellement, je crois. En tout cas, on est en train... on se rend compte que
gardons-nous bien d'avoir une approche duale qui oppose les choses. Soyons peut-être, ou autorisons-nous intellectuellement parlant, épistémologiquement parlant, d'envisager des hypothèses qui relient, des hypothèses qui font l'union des choses. Et à mon sens, par rapport au fameux débat sur l'inné et l'acquis, eh ben, on se rend compte que ce qui est acquis s'intègre dans l'inné, ou se trouve à s'incarner dans le corps et à s'incarner suffisamment pour que, par rapport à ce que nous fabriquons en permanence au niveau de nos sécrétions, de l'expression de nos protéines et donc des différentes sécrétions hormonales, des protéines que l'on peut, des marqueurs biochimiques que l'on peut sécréter au niveau de l'organisme à chaque instant, que en fait cette accumulation de signaux génétiques, hormonaux, de protéines fabrique un terrain, fabrique un organisme qui le fait évoluer d'une certaine façon. Donc c'est comme si à chaque instant, chacune de nos décisions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles fabrique des états de bifurcation qui vont nous faire aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre. Oui, donc l'évolution, elle est perturbée par les rencontres entre différentes populations qui peuvent interférer l'une avec l'autre. Et on peut parler d'interférence, comme on peut parler... osons envisager que l'interférence soit créatrice. C'est le principe de l'hologramme. C'est-à-dire que l'image résulte de cette interférence entre deux faisceaux lumineux qui se retrouvent à un moment donné dans un milieu particulier qui a certaines propriétés. Alors, ce qui est dommageable, pourrait-on dire, ou ce qui est néfaste, c'est effectivement peut-être, je dis bien peut-être, c'est d'être dans une vision du monde qui va exclure l'autre, dans une vision du monde qui va chercher à éradiquer la différence. Oui. Alors que si effectivement on envisage que la différence, c'est au contraire une source d'enrichissement, au sens propre du terme, puisque rappelons-le, depuis 20 ans, 30 ans, on a des boîtes pharmaceutiques qui passent leur temps à aller scanner des plantes, indigènes, des plantes qui sont dans d'autres climats, dans d'autres latitudes, dans d'autres continents, pour récupérer des molécules bioactives, pour essayer d'en refaire la synthèse dans les labos par chez nous en Europe. Oui, bien sûr. Donc la différence et surtout la variabilité du vivant est une source de richesse. Et c'est une source de richesse qu'effectivement, on peut avoir la tentation, ou quelques-uns peuvent avoir la tentation de se l'accaparer. Ou en tout cas, d'éradiquer. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, c'est d'autres débats dans d'autres cénacles, sur les semences, sur le catalogue des semenciers, des graines, où on a eu en uniquement 50 ans, une réduction de 80% de la diversité des graines qui sont disponibles sur le marché. Parce qu'en fait, 5 semenciers, pour le cas de la France en l'occurrence, 5 entreprises producteurs de semences, depuis 50 ans, norment les graines ou les semences qui sont autorisées ou pas, donc en exclut d'autres. Comme elles sont exclues, on n'a plus le droit de les cultiver. Comme elles sont exclues, c'est la sélection naturelle. C'est une sélection sociale. C'est une forme d'eugénisme social ou de darwinisme social, mais qui s'applique aux semences et aux vivants. Alors on a quelques associations qui gardent vivant la diversité, les espèces rustiques, etc., etc. Mais en tout cas, gardons-nous bien de certaines approches qui fabriquent de la monoculture, et fabriquant de la monoculture, en fait, se retrouvent à s'asphyxier parce que ce qui est de l'ordre de la diversité, c'est des ressources au cas où. C'est des réponses au cas où. Et on le voit, les variations climatiques qui arrivent, on a deux options. Soit on fait muter les espèces qui sont présentes autour de nous en faisant du génie génétique dessus pour les rendre plus robustes et en mesure de s'adapter à ce qui peut se passer. Soit au contraire, on réactive des semences anciennes, on réactive des variétés rustiques parce que celles-ci, par exemple, ça permet de faire du vin alors qu'il fait 13 degrés à l'extérieur parce que c'est des variétés qui résistent au froid. Si vous voulez, pour relancer un peu notre discussion, je pense qu'il faut quand même distinguer entre l'évolution des savoirs et l'évolution des réalités humaines en quelque sorte. Parce que il y a une évolution sociale, il y a une évolution naturaliste et il y a même une réalité naturaliste. Enfin, c'est ça qui est très intéressant dans l'approche phénoménologique. L'approche phénoménologique d'un point de vue philosophie, c'est le fait de considérer le phénomène d'abord et le jugement ensuite. On a d'abord un phénomène et après on émet un jugement. Absolument. En tout cas, c'est cette proposition philosophique. On émet une explication qui finalement est moins importante que le phénomène lui-même. Voilà. Ne confondons pas la carte et le territoire. Ne confondons pas le phénomène et le mot que l'on plaque sur le phénomène ou le concept que l'on plaque sur le phénomène. Mais effectivement, on est quand même obligé de s'intéresser aux traditions, à tous les discours qui sont tenus sur les phénomènes. À mon sens, ce sont des choses qui existent autour de nous dans le réel. Ce sont des choses qui ont traversé le temps. Ce sont des choses qui ont montré leur efficacité, parce que si elles n'étaient pas efficaces, ça n'aurait plus lieu. Par exemple, les sacrifices humains en nombre en haut des pyramides, à un moment donné, ça s'est arrêté parce que, de fait, l'évolution a montré que ce n'était pas efficace. Si on applique comme ça des principes darwiniens d'évolutionnisme, de l'utilité, de la fonction crée l'organe, etc. Donc, ce qui est une impasse d'un point de vue évolution
ne se poursuit pas. Ça fait long feu. Et on peut tout à fait appliquer ça à la culture. Hein. On appelle ça l'évolutionnisme culturel ou alors le diffusionnisme. Enfin bon, il y a plusieurs termes par rapport à ça. Mais donc pour en revenir à ce qu'on peut dire, la diversité est fondamentale et nous, c'est vrai qu'avec Global Gaia, il y a cette idée où de la beauté est présente, de la mémoire est présente, notre rapport au monde qui est susceptible d'enrichir notre rapport au monde à nous occidentaux et voire peut-être même de fabriquer des nouvelles alliances, de considérer qu'effectivement cette façon de faire, elle nous enrichit, elle a quelque chose à nous apporter. Oui. Moi je suis un petit peu à l'opposé de cette démarche, en ce sens que je pense que les savoirs, d'abord je ne suis pas très favorable aux savoirs hybrides déjà. Je pense qu'il faut les restaurer dans leur cohérence initiale, dans leur structure initiale. Bien sûr. Et c'est un travail d'historien finalement, ces savoirs qui nous sont parvenus, ils sont souvent corrompus, ils sont souvent délabrés. Oui, mais alors qu'il y a des gens qui s'occupent justement de les restaurer dans leur cohérence. Méthodologiquement, je partage complètement vos principes. D'accord. La notion d'intégrité est fondamentale. La notion de cohérence de la forme, oui, quelle qu'elle soit, elle va être fondamentale. Et c'est cette cohérence de forme, reconnue en tant que telle, y compris dans son origine, oui, qui permet de savoir qui on est, qui permet de se savoir comment se situer, oui, qui permet de se repérer, de savoir où il y a du haut, du bas, du droit, de la gauche, du devant et du derrière. Mais l'évolution, ça peut être aussi synonyme de corruption, on est d'accord. Quand on dit quelque chose évolue, ça peut être aussi quelque chose qui a évolué parce que ça s'est corrompu. Si on n'est pas dans la conscience des conséquences, si on n'est pas dans la conscience de ce qui se passe, je pense que avoir conscience des choses et de la conscience de l'évolution, ça permet de corriger le cap. Ça permet plutôt que de subir une évolution, on choisit le cap que l'on prend. Mais qu'est-ce que c'est l'évolution pour vous? C'est une adaptation à de nouvelles réalités ou c'est quelque part une espèce de perte de conscience? C'est un changement. L'évolution, c'est un changement. Et après ce changement, soit on peut le provoquer, soit on peut le subir, soit on peut, entre guillemets, feignons d'en être les organisateurs. Par exemple, l'utilisation des outils. Le fait d'être envahi par les outils, est-ce que c'est un élément d'évolution? Mais c'est aussi quelque chose qui vient polluer notre évolution naturelle, en quelque sorte. Appliquons le même filtre, c'est ce que disait d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau. Voilà, appliquons le même crible que ce qu'on a pu employer auparavant. C'est-à-dire, gardons-nous d'un jugement unique. C'est-à-dire que l'outil est à la fois l'expression de la créativité, l'outil est à la fois l'expression on pourrait même dire d'une histoire des techniques, parce qu'il est la continuité de quelque chose qui s'est passé avant. Donc on peut tout à fait faire une archéologie des outils, comme on fait une archéologie des médias, etc. etc. Et en même temps, ça a un effet modelant, sculptant sur la cognition, sur le geste. C'est-à-dire qu'on est autant en train de fabriquer un outil que l'outil nous fabrique lui-même. C'est-à-dire que l'outil suppose d'être tenu d'une certaine façon. Et comme il suppose d'être tenu d'une certaine façon, il va avoir un effet formatif sur nous. Formatif sur nous, on pourrait dire performatif, mais en tout cas formatif sur nous, ça se retrouve sur les aires cérébrales, les réseaux neuronaux qui vont être plus ou moins activés, plus ou moins renforcés au fur et à mesure du geste que l'on répète. Il y a des anecdotes d'ailleurs là-dessus, notamment au niveau des transmissions ou d'autres choses, c'est que faites mille fois un certain geste et c'est à ce moment-là que votre corps l'aura vraiment mémorisé. Oui, c'est un peu ce que disait Bergson, je crois. Il disait qu'il pensait que la technique pouvait nous aider à évoluer quelque part. Voilà, mais c'est une technique. Voilà. Est-ce que c'est une technique folle livrée à elle-même, c'est-à-dire où on est simplement des robots automates ou des êtres automates dans la façon de propager celle-ci et de la prolonger, ou c'est une technique où nous allons chercher avant tout, comme mouvement préalable, à envisager, en sachant qu'on aura tort et qu'on aura tout faux, mais en chercher à anticiper ses conséquences. Parce que c'est-à-dire que c'est la question du su et de l'insu en quelque sorte. On a toujours, le monde par essence échappe à notre capacité de conscience. La pleine réalité du monde est au-delà de notre connaissance, est au-delà de ce que nous pouvons appréhender. L'inconnaissable est autant présent autour de nous que le connaissable. Mais croire que le monde se réduit à la frange connue du monde, c'est une erreur épistémologique. C'est un biais fondamental, c'est une illusion, c'est un fantasme. Donc si je comprends bien, enfin, sans vouloir trop, vous croyez à une forme de progression, enfin vous êtes progressiste quelque part, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des choses qui sont irréversibles, par exemple.
Bon, par rapport à l'irréversibilité, parce qu'il y a des gens qui pensent que les choses sont irréversibles et que c'est pas la peine de revenir en arrière, d'autres qui pensent qu'il faut au contraire... Moi je pense que les choses sont réversibles profondément. Ah. C'est l'enseignement de la plasticité. D'accord. La neuroplasticité par exemple, où on a des pratiques culturelles qui ont existé et qu'on a abandonnées au fil du temps. Et d'autres sont venus et on les a abandonnées. La mode, on peut dire que c'est un éternel recommencement. L'effet placebo s'accompagne d'un effet nocebo. Donc on est tout à fait... Les choses sont réversibles. On peut tout à fait se fabriquer une maladie par la pensée, comme on peut se fabriquer une guérison par la pensée. Oui. C'est en tout cas l'enseignement que peut nous laisser entendre les phénomènes de rémission spontanée, y compris par rapport à des maladies gravissimes. À propos de guérison, il y a un mot qui me plaît beaucoup, c'est le mot réparation. On revient à la notion de l'outil et de la technique. Parce que, non mais réparation, d'ailleurs on le prend dans la Kabbale, le tikkun, on répare les vases brisés, etc. Donc là, il s'agit au contraire d'une approche qui consiste